Ma femme a dit qu'elle était allée à la salle de sport le vendredi soir et est revenue 2 heures plus tard en agissant différemment. Le lendemain matin, en faisant la lessive, ses vêtements de sport n'avaient pas l'air d'avoir été utilisés. 3 jours plus tard, son entraîneuse m'a envoyé un message. Elle avait annulé son abonnement il y a 2 mois et m'avait demandé de ne pas vous le dire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Valentin Soler-Morcillo. J'ai 53 ans. Je suis auditeur fiscal depuis 27 ans et j'ai passé toute ma vie professionnelle à apprendre à détecter ce qui cloche. Les chiffres qui ne correspondent pas. Les schémas qui se répètent quand ils ne le devraient pas. Les petites incohérences qui, prises séparément, semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, racontent une histoire que quelqu'un préférerait garder secrète. Au travail, cette capacité m'a permis de faire carrière. Dans mon mariage, pendant trop longtemps, je l'ai laissé en veille. Et ce fut peut-être ma seule véritable erreur. Nadia et moi nous sommes mariés le 12 septembre 1999. J'avais 29 ans, elle en avait 25. Nous nous étions rencontrés lors d'un dîner d'entreprise auquel aucun de nous ne voulait aller, et nous avons passé 3 heures à discuter dans un coin pendant que les autres dansaient. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en pensant que j'avais rencontré la seule personne avec qui je pouvais rester silencieux sans me sentir mal à l'aise. 24 ans plus tard, le silence entre nous était toujours aussi confortable, du moins c'est ce que je croyais. Nous vivons à Valence, dans le même appartement que nous avons acheté ensemble en 2003, lorsque notre fille Claudia avait 4 ans et que le monde semblait tourner exactement comme il le devait. C'est un appartement spacieux, bien orienté, dans un quartier calme près du parc de Cabesra. Nous l'avons rénové en 2011. Nous avons changé la cuisine, posé un nouveau sol, tout peint en blanc. Nadia a choisi chaque détail. Je signais les devis et faisais confiance à son jugement, car c'était toujours elle qui avait l'œil pour ces choses-là, et parce qu'à l'époque, je rentrais tard presque tous les jours et n'avais pas l'énergie de débattre sur des carrelages. Il y a une chose que je dois dire d'emblée, avant de poursuivre. Je n'étais pas un mari parfait. J'ai trop travaillé pendant de trop nombreuses années. Il y a eu des moments où Nadia me parlait de l'école de Claudia et où je l'écoutais, l'esprit encore accaparé par un rapport que je n'avais pas terminé. Il y a eu des week-ends où j'ai annulé des projets à cause d'un audit urgent. Il y a eu des étés où elle a emmené notre fille seule à la plage parce que je ne pouvais pas prendre de vacances à ce moment-là. Je ne raconte pas cela pour me chercher des excuses. Je le raconte parce que cela fait partie de l'histoire et parce que je crois que la vérité, si elle vaut quelque chose, doit inclure les parties qui ne jouent pas en notre faveur. Mais aucune de ces choses ne justifie ce que j'ai découvert. Et je veux que ce soit clair à partir de maintenant. Le vendredi soir, Nadia est partie à 20h15. Elle m'a dit la même chose qu'elle me disait depuis des mois, qu'elle allait à la salle de sport. Que Lorena, son entraîneuse personnelle, avait ouvert un créneau nocturne le vendredi pour les clients ayant des emplois du temps compliqués, et que c'était parfait pour elle car, en semaine, elle avait du mal à s'organiser. Je lisais dans le salon. J'ai levé les yeux, je lui ai dit d'accord, de ne pas m'attendre pour dîner si elle avait envie de manger un morceau, et je me suis replongé dans mon livre. Il n'y avait rien d'étrange dans cette conversation. Rien pour m'alerter. Nadia s'était inscrite à la salle de sport 18 mois plus tôt et, depuis, elle y allait 3 ou 4 fois par semaine avec son sac de sport, et revenait le visage rouge, les cheveux attachés. Cela faisait partie de la routine. Une autre partie des mardis, des jeudis, et maintenant des vendredis aussi. Elle est rentrée à 22h20. 2h05 après son départ. Elle a franchi la porte avec une énergie que j'ai remarquée depuis le salon. Ce n'est pas facile à décrire. Ce n'était pas seulement qu'elle était heureuse. C'était une sorte de légèreté, comme si quelque chose en elle s'était libéré d'un poids dont j'ignorais l'existence. Ses yeux brillaient. Elle a enlevé sa veste, l'a accrochée au porte-manteau et m'a demandé si j'avais déjà dîné. Oui, je me suis préparé quelque chose plus tôt, ai-je dit. Tu as faim? Non, non, ça va, a-t-elle répondu. Et elle a souri d'une manière que je n'ai pas pu décrypter sur le moment. Elle est allée directement à la salle de bain. J'ai entendu l'eau de la douche couler. Je suis resté dans le salon en essayant de terminer le chapitre que je lisais, mais quelque chose dans ce sourire s'était logé quelque part dans ma tête et m'empêchait de me concentrer pleinement. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas encore des soupçons. C'était quelque chose de plus vague, de plus inconfortable,
comme lorsque vous examinez un bilan et que les chiffres s'additionnent, mais que quelque chose dans le total ne vous convainc pas et que vous ne savez pas encore pourquoi. Je me suis couché avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Quand Nadia s'est glissée dans le lit, j'avais les yeux fermés. Je ne dormais pas, mais je n'ai rien dit. Le lendemain matin, Nadia a fait la grasse matinée. Je me suis levé à 7h30 comme toujours, j'ai préparé du café et j'ai commencé à ranger la maison. À un moment donné, je suis allé dans la salle de bain du couloir pour ramasser le linge sale et le mettre dans la machine. J'ai soulevé le couvercle du panier à linge. Le sac de sport de Nadia était posé au-dessus de tout le reste, ouvert, avec ses vêtements de sport de la veille à l'intérieur, un t-shirt, un legging et un pantalon de survêtement bleu marine que je lui avais offert l'hiver dernier. J'ai sorti le t-shirt, je l'ai jeté dans le bac à linge foncé, j'ai sorti le legging, je l'ai jeté aussi, puis j'ai attrapé le pantalon et je me suis arrêté. Ce n'était pas une pensée. C'était quelque chose d'antérieur à toute pensée. C'était quelque chose qui s'est produit dans mon corps avant que mon cerveau n'ait eu le temps d'assimiler quoi que ce soit. 24 ans de vie commune avec quelqu'un vous apprennent des choses sans que vous le sachiez. L'odeur des vêtements de Nadia après un véritable entraînement est une odeur spécifique et concrète, que je connais sans jamais y avoir pensé consciemment. La vraie sueur, le tissu chaud. Parfois, le déodorant mélangé à l'effort physique. Quelque chose de corporel, quelque chose d'honnête. Ce que j'ai senti sur ce pantalon, ce n'était pas ça. Il était propre. Trop propre pour 2 heures d'entraînement, avec un soupçon de quelque chose qui n'était ni de la sueur ni du déodorant, quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver sur ce vêtement. Après cette nuit-là, je suis resté debout dans la salle de bain, le pantalon entre les mains, pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. J'entendais la circulation dans la rue. J'entendais le café encore chaud dans la cuisine. J'entendais ma propre respiration, les yeux fixés sans raison sur la fissure dans le joint entre 2 carreaux, juste au-dessus du robinet du lavabo. Un joint qui nécessitait une réparation depuis des mois et qu'aucun de nous n'avait encore réparé. Une chose absurde, complètement insignifiante, que mon esprit a choisi de regarder parce qu'il ne pouvait pas encore regarder ce qui se trouvait réellement devant moi. J'ai plié le pantalon lentement, je l'ai remis dans le panier, je suis allé à la fenêtre du salon et je suis resté là à regarder la rue sans rien voir de particulier. Le soleil du matin baignait les voitures garées. Un homme promenait son chien sur le trottoir d'en face. Tout était exactement comme d'habitude. Et pour la première fois en 24 ans de mariage, je ne savais pas quoi penser de la femme qui dormait dans mon lit. Je ne savais qu'une seule chose avec une certitude absolue. Avec cette certitude froide que l'on acquiert après des décennies passées à auditer ce que les autres essaient de cacher. Il y avait quelque chose qui clochait. Et quand quelque chose cloche, il y a toujours une raison. Toujours. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas à propos du métier d'auditeur, ce n'est pas une question de chiffres. Les chiffres ne sont que la surface. Ce qu'un auditeur fait réellement, c'est lire les comportements. Détecter quand quelqu'un agit d'une manière qui ne correspond pas à ce que devrait être sa situation réelle. Apprendre à faire la distinction entre une erreur honnête et un mensonge calculé. Cette distinction, que j'ai mis des années à affiner au sein d'une entreprise, s'est avérée être exactement la même compétence qui m'a ensuite permis de voir ce qui se passait à l'intérieur de ma propre maison. Je suis né à Valence en octobre 1971, le deuxième de 3 frères. Mon père travaillait dans une usine de carrelage à Paternà. Ma mère était assistante administrative dans une compagnie d'assurance. Une famille de la classe moyenne, ce qui à l'époque signifiait avoir assez, mais jamais rien de trop. Je me souviens des étés passés chez mes grands-parents à Alzira. De la télévision noir et blanc que mon père a ramenée à la maison quand j'avais 5 ans, et plus tard de la première télévision couleur, un énorme appareil qui a trôné au centre du salon pendant des années comme s'il s'agissait d'un meuble important. Je me souviens aussi de l'expression de mon père lorsqu'il rentrait de l'usine pendant les pires mois du choc pétrolier. L'expression de quelqu'un qui fait constamment des calculs mentaux et qui n'y trouve pas son compte. J'ai étudié l'économie à l'université de Valence. J'ai obtenu mon diplôme en 1994, en pleine crise, alors que trouver un emploi avec un diplôme universitaire était plus difficile qu'il n'y paraît. J'ai obtenu un stage dans un petit cabinet d'expertise comptable au centre-ville. Je gagnais une somme qu'il serait embarrassant de mentionner aujourd'hui, mais c'était ce qu'il y avait, et je n'allais pas laisser passer l'occasion. En 1996, j'ai réussi le concours de la fonction publique pour devenir inspecteur des impôts. C'est à ce moment-là que tout a changé, non seulement financièrement, mais aussi dans la façon dont je me percevais.
Ce travail m'a forgé avec une précision qu'on n'apprend dans aucune université. Pendant les premières années, j'ai audité de petites entreprises, des commerçants indépendants qui avaient toujours tenu une double comptabilité et pensaient que personne ne remarquerait les détails. Plus tard, je suis passé à des entreprises de taille moyenne, puis à des audits de plus grande envergure. Ce que j'ai appris durant tout ce temps, c'est que la plupart des fraudes ne reposent pas sur de gros mensonges difficiles à maintenir. Elles reposent sur de petites incohérences qui, prises séparément, ont une explication raisonnable. C'est l'accumulation qui les trahit. Toujours l'accumulation. J'ai rencontré Nadia Espinosa Valcarcel en novembre 1997, lors d'un dîner d'entreprise auquel j'assistais sans aucun enthousiasme. Elle travaillait comme technicienne administrative dans une société d'importation et était venue à ce dîner avec une amie qui n'avait pas non plus envie d'y être. Nous avons discuté pendant plus de 3 heures alors que le reste des participants dansaient sur des chansons qui, même à l'époque, nous semblaient trop fortes. Elle avait 23 ans, les cheveux bruns relevés, et une façon d'écouter qui m'a surpris dès le premier instant. Elle ne feignait pas l'intérêt. Elle écoutait vraiment. Pour quelqu'un comme moi, qui passait ses journées entouré de gens essayant de me convaincre de choses fausses, cela valait bien plus que je ne saurais l'expliquer. Le mariage a eu lieu le 12 septembre 1999. Une cérémonie simple dans l'église paroissiale du quartier où elle a grandi, avec une réception dans un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui. Nos parents respectifs sont des amis de longue date. Esteban Carrasco était à la table d'honneur, dans le rôle du témoin, avec ce sourire qui n'a pas changé en 30 ans d'amitié. Je me souviens de cet après-midi-là, alors que j'attendais à l'hôtel. Je pensais que c'était la première décision vraiment importante de ma vie que je prenais sans la vérifier à 2 fois, et que cette confiance était exactement ce que l'on devait ressentir quand quelque chose est juste. Les premières années ont été belles. Nous avons eu Claudia en 1999, des mois après le mariage. Nous avons acheté l'appartement en 2003, alors que j'avais déjà une situation stable et que le marché n'était pas encore devenu complètement fou. Nadia a quitté son emploi à la naissance de Claudia, avec l'intention d'y retourner un jour, ce qui a été repoussé d'année en année jusqu'à ne plus être un sujet de conversation. Ce n'était pas une décision forcée. C'est l'une de ces choses qui arrivent quand la vie s'organise et que personne ne la remet en question parce que tout fonctionne. Je rapportais un revenu, elle gérait la maison et élevait notre fille. Et pendant longtemps, nous étions tous les deux raisonnablement heureux dans cet arrangement. Mais il y a une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que, raisonnablement heureux, et, vraiment heureux, ne sont pas la même chose. La différence entre les deux grandit lentement sans que personne ne la nomme, jusqu'au jour où l'espace qui les sépare est si vaste qu'on ne peut plus le franchir. Je travaille trop. Ce n'est pas une excuse ni une confession dramatique. C'est un fait. Pendant les années où Claudia grandissait, je rentrais tard la plupart du temps et je passais des week-ends entiers devant des rapports qui ne pouvaient pas attendre. Il y a eu une période, entre 2007 et 2010, au beau milieu de la crise financière, où la charge de travail était si intense que je suis rentré un jour et ma fille m'a demandé si je restais pour le dîner, comme si ma présence à table était une exception et non une habitude. Cela m'a frappé. Je l'ai noté quelque part au fond de moi, mais je n'ai rien fait, car il y avait toujours quelque chose d'urgent à traiter en priorité. Pendant toutes ces années, Nadia n'avait pas l'habitude de faire des reproches. Mais il y avait des moments où je la regardais et où je voyais quelque chose dans son expression que je n'arrivais pas à nommer. Une sorte de fatigue silencieuse, comme quelqu'un qui a cessé d'attendre quelque chose qu'il ne se souvient même plus avoir demandé. Je l'ai perçu et je n'ai pas agi. Cela fait aussi partie de cette histoire, et je ne vais pas prétendre le contraire. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais cessé d'aimer cette femme. Pas de la manière passionnée des premiers jours, qui se transforme avec les années en quelque chose de plus calme et de plus profond, mais avec ce genre d'affection qui se construit en partageant toute une vie. Ses habitudes, ses petites manies, la façon dont elle faisait toujours le café trop fort. La façon dont elle pliait les draps en diagonale, même si je n'ai jamais compris pourquoi. 24 ans de détails accumulés qui, sans que vous vous en rendiez compte, forment le tissu de ce que vous êtes. C'est pourquoi, ce samedi matin-là, debout devant la fenêtre du salon, ce que j'ai ressenti n'était pas seulement de la méfiance. C'était quelque chose de bien plus difficile à supporter. C'était la première fissure dans une chose que j'avais tenue pour solide sans jamais la vérifier. Et la peur ne venait pas de ce que je pourrais découvrir. Elle venait de ce que je commençais déjà à savoir quelque part, et que je refusais encore d'admettre. Mais je n'avais rien de concret.
Juste un vêtement avec une odeur différente, et pour un auditeur fiscal avec 27 ans d'expérience, ce n'était pas suffisant. Pas encore. La première nuit, je n'ai pas dormi du tout. Je suis resté au lit, les yeux ouverts, à fixer le plafond, à écouter la respiration calme de Nadia à mes côtés, en pensant qu'un être humain est capable de se forger une certitude à partir de presque rien. Une odeur, un sourire, la lueur dans un regard que l'on connaît depuis 24 ans. Ce n'était pas suffisant pour accuser qui que ce soit, mais c'était assez pour rendre le sommeil impossible. La deuxième nuit non plus. Je me suis levé à 3 heures du matin, je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau que je n'ai pas bu, et je me suis assis sur une chaise dans la salle à manger pendant plus d'une heure sans allumer la lumière. Dans l'obscurité, l'esprit fonctionne différemment. Il n'analyse pas, il se souvient. Et ce que cette obscurité m'a ramené, image par image, sans que je le demande, c'était un catalogue de petites choses des 2 derniers mois que j'avais enregistrées sans les traiter, classées dans un tiroir mental que je n'avais jamais rouvert. La première chose, c'était le téléphone. Nadia avait toujours laissé son téléphone sur la table du salon, écran vers le haut, sans s'en soucier le moins du monde. C'était tellement habituel que je n'y prêtais même pas attention. Mais, à un moment donné au cours des dernières semaines, cela avait changé. Le téléphone était désormais toujours face contre table, dans son sac à main, ou en train de charger dans la chambre, l'écran tourné vers la table de chevet. Ce n'était pas quelque chose que j'avais consciemment détecté sur le moment. C'est juste qu'au petit matin, dans l'obscurité de cette cuisine, je m'en suis souvenu avec une précision qui m'a surpris. La première fois que je l'ai vu retourner sur la table, c'était un mardi. Il y avait une émission de télévision que nous avions l'habitude de regarder tous les deux, et Nadia a reçu un message. Elle a attrapé le téléphone, l'a lu, et l'a reposé face contre table au lieu de le laisser comme d'habitude. Je regardais l'écran de télévision, mais je l'ai enregistré. La deuxième chose, c'était un samedi, il y a environ 6 semaines. Nadia est sortie le matin pour faire quelques courses. Cela n'avait rien d'inhabituel. Ce qui me paraissait différent maintenant que j'y pensais, c'était l'heure à laquelle elle était rentrée. Après 14 heures, alors qu'elle était partie à 10 heures. Presque 4 heures pour des courses qui lui prenaient normalement 1h30. Elle est revenue avec 2 petits sacs de provisions, m'a fait un bisou rapide sur la joue et est allée directement dans la cuisine pour ranger les affaires. Je travaillais sur l'ordinateur et je n'y ai pas prêté attention. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a répondu que oui, qu'elle avait croisé une voisine et qu'elles avaient pris un café. Cela m'a semblé raisonnable. Je l'ai accepté sans y penser davantage. Maintenant, dans l'obscurité de cette salle à manger, cette explication avait un poids différent. La troisième chose était plus difficile à cerner, car ce n'était pas un fait concret, mais un changement de ton. Depuis environ la fin du mois de septembre, Nadia était différente. Pas de manière dramatique ou tape à accent grave l'œil. Juste plus vivante, plus attentive à son apparence, plus soigneuse dans le choix de ses vêtements pour sortir, même pour des occasions du quotidien. Elle avait repris l'habitude de se parfumer tous les jours, une chose qu'elle avait abandonnée depuis des années sans que je ne le remarque ou ne fasse de commentaires. Et il y avait une sorte de nouvelle énergie dans son humeur générale, comme quelqu'un qui est enthousiasmé par quelque chose mais n'en parle pas. Je l'avais interprété comme le résultat de l'exercice. Je lui avais même dit à un moment donné ce qui me semblait maintenant amer à me rappeler que la salle de sport lui réussissait, qu'elle semblait plus épanouie. Elle avait souri et répondu que oui, qu'elle avait besoin de ce temps pour elle, et j'en étais resté là, satisfait d'avoir fait la bonne remarque sans chercher plus loin. La troisième nuit a été la pire. Pas parce que j'avais découvert quelque chose de nouveau, mais parce que la fatigue accumulée a commencé à faire des choses étranges à mes pensées. À 4 heures du matin, avec 2 nuits blanches derrière soi, on ne raisonne plus avec la partie froide de son cerveau. On raisonne avec la partie qui fait mal. Et cette partie construisait des scénarios que je ne voulais pas voir, avec des détails que ma propre mémoire me fournissait sans permission. La façon dont Nadia avait pris une douche dès son retour à la maison ce vendredi-là, avant le dîner, avant même de s'asseoir. Le ton de sa voix lorsqu'elle m'avait demandé si j'avais déjà mangé. Le sourire que je n'avais pas su décrypter. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain, j'ai fait couler l'eau froide et je m'en suis aspergé le visage. Je me suis regardé dans le miroir pendant un instant. 53 ans. Des cernes de 2 jours. Les cheveux gris sur mes tempes, que je porte plus avec résignation qu'autre chose.
Je me suis dit que j'avais passé 27 ans à m'apprendre à ne pas tirer de conclusions hâtives avant d'avoir suffisamment de données. Qu'un auditeur qui agit sur la base de soupçons sans preuve documentée n'est pas un professionnel, c'est un problème. Et que si je me trompais, si tout cela n'était rien, si l'odeur n'était que celle d'un vêtement trop lavé, si le sourire n'était que celui de quelqu'un qui avait passé une bonne journée, alors ce que je m'apprêtais à faire risquait de briser quelque chose qui n'avait pas besoin de l'être. J'ai fermé le robinet, je suis retourné me coucher. Mais le doute n'était plus seulement un doute. Il était devenu quelque chose de plus structuré, de plus froid, avec la forme précise d'une question qui, dans mon métier, n'a qu'une seule réponse possible. Si quelque chose ne colle pas, il faut le vérifier. Pas avec colère, pas avec des accusations, mais avec méthode. Mon premier patron au cabinet comptable m'avait appris cela. Un homme sec, peu enclin au grand discours, qui m'a dit un jour quelque chose que j'ai gardé en moi depuis lors: la pire erreur qu'un auditeur puisse commettre n'est pas de se tromper en révisant les comptes, mais de décider de ne pas les réviser parce que le résultat fait peur. Il avait raison à l'époque, et il avait encore raison ce petit matin-là. Alors le lundi matin, quand Nadia est allée chez le coiffeur et que je suis resté seul à la maison, j'ai pris une décision. Je n'allais affronter personne sans preuve. Je n'allais poser aucune question qui pourrait être facilement niée. J'allais faire la seule chose que je sais bien faire quand j'ai besoin de connaître la vérité. Commencer à regarder attentivement tout ce que j'avais préféré ne pas voir auparavant. Et la première chose que j'allais faire, c'était passer un appel. Un seul appel court, apparemment innocent, à Lorena Pacha d'Ibanez, l'entraîneuse personnelle de ma femme. J'avais le numéro de Lorena Pacha enregistré depuis plus d'1 an. Nadia me l'avait donné un après-midi où je suis rentré plus tôt que d'habitude, elle n'était pas là, et m'avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine disant qu'elle s'entraînait et que, si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais l'appeler elle ou son entraîneuse. Je l'avais enregistré dans mon téléphone sans trop y penser, avec l'étiquette « Lorena Salle », et je ne l'avais pas utilisé une seule fois depuis. Le lundi matin, alors que Nadia était sortie de la maison, je me suis assis à mon bureau et j'ai fixé le numéro sur l'écran pendant quelques minutes. Je devais réfléchir soigneusement à ce que j'allais dire avant de composer le numéro, car un appel mal préparé ne vous donne non seulement aucune information, mais il ferme des portes que vous ne pourrez plus rouvrir. En 27 ans d'audit, j'ai appris que la façon dont vous formulez une question détermine presque toujours la qualité de la réponse. Si vous posez la question de front, les gens se mettent sur la défensive. Si vous la posez de biais, naturellement, comme si vous connaissiez déjà la réponse et aviez juste besoin de confirmer un détail mineur, les gens parlent sans filtre. J'ai composé le numéro. Lorena a décroché à la 3e sonnerie avec une voix professionnelle et amicale. Oui. Allô. Bonjour, Lorena. C'est Valentin Solaire, le mari de Nadia Espinosa. Désolé de vous déranger. J'espère que je ne vous interromps pas. Non, pas de problème. Qu'y a-t-il? Écoutez, c'est un détail, mais Nadia m'a demandé de confirmer son emploi du temps pour la semaine prochaine, car son téléphone est cassé et elle n'arrive pas à accéder correctement à l'application du centre. Je voulais savoir si la séance du vendredi soir est toujours à 20h. Ou si quelque chose a changé. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Pas long, à peine 2 secondes, mais je prête attention aux pauses depuis des décennies, et celle-ci avait une texture différente de celle de quelqu'un qui se souvient simplement d'un horaire. Valentin, Écoutez, je suis vraiment désolé car il semble qu'il y ait eu un malentendu. Une autre pause. Nadia a annulé son programme il y a environ 2 mois. Elle m'a appelé un jour pour me dire que, pour le moment, elle ne pouvait pas continuer, qu'elle avait des choses à organiser. Elle m'a demandé de ne pas vous en parler si je vous avais au téléphone. Car elle voulait vous le dire elle-même quand elle trouverait le bon moment. Je supposais que vous étiez déjà au courant. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, les jeux interrompus. Ma voix est sortie calmement. Je ne sais pas comment, mais elle est sortie calmement. J'ai dû oublier. Je lui dirai. Merci, Lorena. De rien. Et désolé pour la confusion. Si elle souhaite reprendre un jour, nous sommes là. Bien sûr. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le bureau avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet qui pouvait se briser. Je l'ai fixé pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. Il y avait le bruit de la circulation dans la rue.
Un camion de livraison a freiné brusquement au feu rouge du coin, et le bruit des freins est parvenu à la fenêtre du bureau comme un son sourd. Le soleil du matin entrait en biais à travers les stores mi-clos et dessinait une bande de lumière sur le parquet en bois, entre mes pieds et le pied du bureau. 2 mois. Nadia avait annulé son programme avec son entraîneuse il y a 2 mois. 2 mois pendant lesquels elle avait continué à sortir avec son sac de sport, 3 à 4 fois par semaine. 2 mois à rentrer tard avec les cheveux humides et des vêtements de sport utilisés. 2 mois d'excuses que je n'avais jamais remises en question, parce que je n'avais aucune raison apparente de le faire. 2 mois de vendredi soir. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas ce que les gens imaginent lorsqu'ils entendent une histoire de ce genre. Ce n'était pas de la colère. La colère viendrait plus tard, à petite dose contrôlable, à des moments précis que je pourrais décrire ensuite. Ce que j'ai ressenti alors, assis dans ce bureau avec le téléphone sur la table et une bande de soleil sur le sol, était quelque chose de beaucoup plus difficile à gérer que la colère. C'était une lucidité absolue. Cette clarté qui apparaît lorsque vous avez résisté à l'idée de croire quelque chose pendant des jours et que, soudain, le dernier argument qui s'y opposait disparaît, ne laissant plus rien entre vous et la vérité. Jusqu'à ce moment-là, le soupçon avait la forme vague et inconfortable de quelque chose qui aurait pu avoir une explication. Plus maintenant. Maintenant, il avait la forme d'un fait vérifié par une tierce personne n'ayant aucune raison de me mentir. Je me suis levé de ma chaise, je suis allé à la fenêtre et j'ai remonté complètement les stores. La lumière a envahi la pièce et j'ai dû fermer les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, je suis resté là à regarder la rue sans intention particulière, juste parce que j'avais besoin de regarder autre chose que l'écran de mon téléphone ou les murs de mon bureau. Il y a un mécanisme qui s'active en moi dans les moments de plus grande tension, et il m'a fallu des années pour l'identifier et l'accepter comme le mien. Ce n'est pas de la froideur, bien que cela puisse en avoir l'air de l'extérieur. C'est une sorte de compartimentation involontaire. La partie émotionnelle s'enferme dans une pièce séparée à double tour, et la partie analytique prend le relais sans demander la permission. Au travail, cela m'a sauvé d'erreurs graves plus d'une fois. Ce matin-là, devant cette fenêtre, le mécanisme s'est activé tout seul. Ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas de pleurer, d'affronter ou de détruire quoi que ce soit. Ce dont j'avais besoin, c'était exactement la même chose dont j'avais besoin au début de n'importe quel audit complexe, savoir exactement jusqu'où allait le problème avant de bouger la moindre pièce. Une accusation sans preuve documentaire n'est pas de la justice, c'est du bruit. Et dans ces situations, le bruit ne sert que la personne qui a quelque chose à cacher. Si Nadia avait utilisé ses sorties à la salle de sport comme couverture pendant 2 mois, il y avait beaucoup d'autres choses que je devais savoir. Quand cela avait-il réellement commencé? Avec qui? Combien de fois? Y avait-il de l'argent en jeu? Y avait-il quelqu'un d'autre qui savait et s'était tu? Cette dernière possibilité m'a arrêté un instant plus longtemps que prévu. Quelqu'un d'autre qui savait. J'ai mis cela de côté pour le moment. Non pas que cela ne me pesait pas, mais parce qu'il était trop tôt pour s'aventurer sur ce terrain. D'abord, les faits vérifiables. D'abord, la structure du problème, ensuite, les détails qui font mal d'une autre manière. Je suis retourné au bureau. J'ai ouvert le tiroir où je garde un cahier à petits carreaux que j'utilise pour mes esquisses de travail. J'en ai arraché une page vierge. J'ai écrit la date dans le coin supérieur droit, lundi. En dessous, j'ai noté la seule chose que j'avais confirmée jusqu'à présent auprès d'une source externe, programme d'entraînement annulé il y a 2 mois. Demande explicite de silence envers le mari. Plus bas, j'ai écrit 3 mots qui, dans mon travail, servent de point de départ à toute enquête. Quoi? Quand? Qui? Ensuite, j'ai rangé le cahier. Cet après-midi-là, j'ai appelé Esteban Carrasco, non pas pour me défouler, car ce n'est pas mon genre et il le sait. Je l'ai appelé parce qu'Esteban avait traversé une situation similaire 7 ans plus tôt et parce que, lorsque cette épreuve fut terminée, il m'avait donné le nom d'un professionnel de confiance. À l'époque, je ne pensais pas en avoir besoin un jour. J'avais tort. Esteban Carrasco Monte et moi nous connaissons depuis notre première année d'université. Nous étions 2 garçons issus de familles ouvrières dans une faculté où la moitié des étudiants arrivaient en voiture et l'autre moitié en bus. Et cela, même si nous ne l'avions jamais dit à haute voix, avait suffi pour que nous nous retrouvions du même côté des choses, dès le début. 32 ans d'amitié, c'est long. C'est suffisant pour savoir quand l'autre a besoin que vous parliez et quand il a besoin que vous écoutiez, pour reconnaître, au ton d'un appel,
ce qui n'est pas dit. Quand je l'ai appelé ce lundi après-midi, il a décroché à la deuxième sonnerie. Valentin, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'était pas une question. C'était la façon qu'a Esteban de dire qu'il sait déjà que quelque chose ne va pas avant même que vous n'ouvriez la bouche. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir, que ce n'était pas urgent dans le sens où personne n'était en danger, mais que j'avais besoin de parler à quelqu'un ce soir-là, s'il le pouvait. Il m'a répondu qu'il était libre après 20h30. Nous nous sommes retrouvés dans notre bar habituel, un petit endroit dans le quartier de Ruzafa que nous fréquentons depuis plus de 20 ans, avec ses tables en bois sombre et son propriétaire qui ne nous demande plus ce que nous voulons boire, car il le sait par cœur. Je suis arrivé avant lui, j'ai commandé 2 cafés, et je me suis assis à la table du fond, la plus isolée, celle que nous choisissons toujours lorsque la conversation s'annonce sans besoin de public. Esteban est arrivé 10 minutes plus tard, gardant son manteau sur le dos. Il s'est assis en face de moi et, avant que je ne dise quoi que ce soit, m'a regardé avec cette attention directe qui le caractérise, et qui est parfois inconfortable précisément parce qu'elle ne laisse aucune place pour tourner autour du pot. Raconte-moi. Je lui ai tout raconté, depuis le samedi matin avec les vêtements et le panier à linge, les 3 nuits blanches, les détails qui commençaient à ressurgir de ma mémoire, l'appel à Lorena, ce que Lorena m'avait dit. J'ai parlé pendant presque 40 minutes sans qu'il ne m'interrompe une seule fois, ce qui, pour quelqu'un d'aussi prompt à donner son avis qu'Esteban, est le signe indubitable qu'il prend la chose au sérieux. Quand j'ai eu fini, il a fixé sa tasse de café pendant un instant. Depuis combien de temps pensais-tu que ça pouvait être ça, tout en écartant l'idée, a-t-il fini par demander. Je ne l'avais pas écarté. C'est juste que je n'y avais pas prêté attention. C'est la même chose, a-t-il répondu. Et il n'a rien ajouté de plus là-dessus. Esteban sait ce que c'est, d'un point de vue que je n'avais jamais voulu pleinement comprendre quand ce fut son tour. Il y a 7 ans, sa femme de l'époque, Paz, a mis fin à leur histoire d'une manière qui a laissé Esteban avec une fille de 12 ans, un prêt hypothécaire, et une sorte de blessure qui ne guérit jamais complètement, mais avec laquelle on apprend à vivre au fil du temps. J'ai été à ses côtés durant ce processus. Je l'ai accompagné 2 fois au tribunal. Je l'ai écouté les soirs où il m'appelait sans prévenir. Et j'ai vu comment un homme que je croyais connaître parfaitement a subi une transformation qui l'a laissé différent, plus calme à certains égards, plus distant à d'autres, avec une façon d'évaluer les gens qu'il n'avait pas auparavant, et qui fait désormais partie de lui. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais assis à sa place. Il y a un homme, a dit Esteban en posant sa tasse sur la table. Il s'appelle Rodrigo Altamira Fuentes. Il a 47 ans. Il a été inspecteur de la Guardia Civile pendant 16 ans. Spécialisé dans l'investigation et la surveillance du patrimoine. Il travaille à son compte depuis 7 ans. Je l'ai engagé quand c'était mon tour. Il est méthodique, discret. Et n'exagère pas les résultats pour gonfler ses honoraires. Ce qu'il trouve, il le documente. Ce qu'il ne trouve pas, il te le dit sans anesthésie. Exerce-t-il toujours? Je lui ai parlé il y a 3 mois pour une autre affaire. Oui. Je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner au premier rendez-vous. Non pas que j'ai eu besoin d'un tuteur, mais parce qu'Esteban était déjà passé par là, qu'il en connaissait le protocole, et que je ne voulais pas entamer cette conversation sans savoir exactement ce qui pouvait être demandé et quelles étaient les limites légales. Il a acquiescé sans hésitation. Nous avons appelé Rodrigo Altamira depuis le bar même, ce soir-là. Il a décroché à la première sonnerie avec une voix calme, sans aucune trace d'agacement due à l'heure tardive. Esteban a expliqué en 2 phrases qui j'étais et quelle était la situation générale. Rodrigo a écouté, a posé 2 questions précises sur la date approximative des soupçons et sur l'existence de biens communs, et a dit qu'il pourrait nous recevoir le lendemain à 17h à son bureau au centre-ville. Le lendemain, j'y suis allé avec Esteban. Le bureau de Rodrigo Altamira se trouvait dans un bâtiment discret de la rue Roré-Rouane, au 2e étage, sans aucune plaque sur la porte, excepté un numéro et ses initiales. La pièce était petite et fonctionnelle. Une table, 3 chaises, une étagère avec des dossiers classés par couleur, et une fenêtre dont les stores étaient baissés aux 3/4, laissant entrer juste assez de lumière pour travailler sans être facilement vu de l'extérieur. Rodrigo était un homme de corpulence moyenne, aux cheveux poivre et sel coupés très courts, avec de grandes mains immobiles qui ne bougeaient pas pendant qu'il parlait. Il dégageait ce genre de calme qui n'est pas de l'indifférence, mais une concentration soutenue. Il s'est présenté, nous a offert de l'eau, et a ouvert un bloc-notes vierge.
Racontez-moi depuis le début. Avec des dates, si vous en avez. Je lui ai raconté la même chose qu'à Esteban, mais cette fois d'une manière différente, sans la charge émotionnelle de la nuit précédente, avec la structure de quelqu'un qui expose un problème technique. Les dates, les faits observés, l'appel à Lorena, la réponse littérale qu'elle m'avait donnée. Rodrigo a pris des notes sans lever les yeux, d'une petite écriture irrégulière. Quand j'ai eu fini, il a passé en revue ce qu'il venait d'écrire pendant un moment. Avez-vous un compte bancaire joint? Oui, depuis que nous sommes mariés. J'ai aussi un compte professionnel séparé, mais toutes les dépenses de la maison passent par le compte joint. Avez-vous un accès régulier au mouvement de ce compte? J'ai l'application sur mon téléphone. Je la vérifie régulièrement pour surveiller les dépenses courantes, mais pas à la loupe. Je pars du principe que les débits correspondent bien à ce qu'ils semblent être. Rodrigo a hoché lentement la tête. Cela pourrait être pertinent. Il y a des situations dans lesquelles ce type d'activité génère un schéma de dépenses qui ne correspond pas aux habitudes de la personne. Pas toujours, mais fréquemment. Il m'a ensuite expliqué que son travail consisterait en 3 axes parallèles. Le suivi des déplacements pendant une période convenue, l'analyse de l'environnement de la personne ciblée pour identifier des liens non déclarés, et l'analyse de tous les documents que je pourrais fournir sur les mouvements financiers récents. Il m'a expliqué précisément ce qui était légal et ce qui ne l'était pas, où se situaient les limites, et quel type de matériel pouvait être utilisé dans une procédure judiciaire si l'on en arrivait là. Il n'a porté aucun jugement sur la situation. Il n'a offert aucun réconfort. Il s'est exprimé en tant que technicien, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ses honoraires s'élevaient à 90 € par heure de travail effectif, avec un budget initial fixe pour les 10 premiers jours. Je lui ai versé une avance en espèces avant de partir. Dans la rue, Esteban et moi avons marché sur une demi-rue en silence avant qu'il ne prenne la parole. Le plus dur, ce n'est pas ce que tu vas découvrir, a-t-il dit. Le plus dur, c'est le temps qui s'écoule jusqu'à ce que tu saches tout. Ces semaines où tu dois continuer à vivre comme si de rien n'était pendant que l'enquête avance. Je l'ai regardé. Je le sais déjà, lui ai-je répondu. Et c'était vrai. Je l'avais su dès l'instant où j'avais composé le numéro de Lorena. J'avais franchi un seuil d'où il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui restait maintenant, c'était de supporter le processus jusqu'à la fin avec le même sang-froid qu'à mes débuts, car m'effondrer en plein milieu n'était pas une option que je pouvais me permettre. Ce soir-là, j'ai dîné avec Nadia comme n'importe quel autre mardi. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle m'a demandé si j'avais beaucoup de travail cette semaine. Nous avons parlé du temps qu'il faisait, d'une fuite au plafond du garage qu'il fallait faire vérifier, de rien d'important. J'ai souri au bon moment, j'ai répondu ce que l'on attendait de moi, et à aucun moment je n'ai laissé transparaître ce que je portais en moi. 27 années d'audit m'avaient également appris cela. Les 10 jours suivants ont été les plus étranges que j'ai vécus depuis longtemps. Pas à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur, mais à cause de ce qui s'est passé à l'intérieur. La vie extérieure a continué avec une normalité presque offensante. Le travail, les repas, les conversations après le dîner, les émissions de télé que Nadia mettait le soir pendant que je faisais semblant de lire. Tout était pareil, tout était exactement comme avant. Et pourtant, sous cette surface intacte, quelque chose s'était déplacé de manière irréversible, comme lorsqu'une poutre maîtresse de la structure d'un bâtiment bouge, une poutre que personne ne voit, mais qui soutient l'ensemble. Rodrigo m'avait demandé de ne modifier aucune habitude, ni les miennes ni celles de Nadia, de ne pas poser de questions inhabituelles, de ne pas fouiller dans son téléphone, de ne rien changer à la routine de la maison. Son argument était technique et prenait tout son sens. Toute variation dans le comportement du conjoint suspicieux peut alerter la personne visée et modifier ses schémas, ce qui complique le travail de recueil de preuves. Je comprenais cela parfaitement. Le mettre en pratique était une autre paire de manches. Il y a eu un après-midi, le 5e jour, où Nadia est sortie pour ce qu'elle a décrit comme un rendez-vous avec une amie. Elle a pris son sac à main, a enfilé sa veste, et avant de partir, s'est tournée au niveau de la porte du salon pour me dire de ne pas l'attendre si elle rentrait tard. Elle a souri. Je lui ai répondu d'accord, de bien s'amuser. Elle a fermé la porte. Je suis resté assis sur le canapé pendant plusieurs minutes, incapable de faire autre chose qu'écouter le silence de l'appartement. Je n'ai pas dîné ce soir-là. J'ai fait chauffer de l'eau pour une infusion que je n'ai pas bu, et je suis resté dans mon bureau à revoir des dossiers de travail jusqu'à minuit passé.
Non pas parce que j'étais pressé, mais parce que j'avais besoin que mon esprit ait quelque chose de concret auquel se raccrocher. Rodrigo m'a appelé le 11e jour, à 18h15, avec une ponctualité qui m'a indiqué qu'il avait des résultats. Il m'a demandé si je pouvais passer à son bureau le lendemain à 17h. J'ai dit oui. J'ai moins dormi cette nuit-là que toutes les autres depuis le début de cette histoire. Pas exactement à cause de l'anxiété. C'était plutôt semblable à ce que je ressens avant de présenter les conclusions d'un audit important. L'attention spécifique de quelqu'un qui sait que le lendemain, il va devoir regarder une vérité totale en face, sans pouvoir détourner le regard. Je suis arrivé au bureau de Rodrigo avec 5 minutes d'avance. Il avait déjà un dossier bleu foncé fermé sur sa table, avec mon nom inscrit au marqueur noir sur la couverture. Il m'a montré la chaise, s'est assis en face de moi et n'a pas ouvert le dossier immédiatement. Avant que vous ne voyiez le contenu, a-t-il dit, je veux vous expliquer ce que j'ai trouvé et comment c'est organisé. Il y a des choses qui sont difficiles à lire. Quel que soit le degré de préparation que l'on croit avoir. Je ne vous dis pas cela pour atténuer quoi que ce soit. Je vous le dis pour que vous sachiez que ce qui se trouve à l'intérieur est entièrement vérifié. J'ai hoché la tête. Il a ouvert le dossier. Le rapport comptait 17 pages. Rodrigo me l'a expliqué section par section, désignant avec un stylo les points qu'il considérait comme les plus pertinents, de cette voix calme qui ne monte ni ne descend, peu importe ce qu'il décrit. Pendant les 10 jours de surveillance, Nadia avait effectué 4 sorties qui ne correspondaient pas à la destination déclarée à la maison. 2 de ces sorties s'étaient terminées dans le même établissement, l'hôtel Balcon del Turia, un hôtel 3 étoiles dans le nord de Valence, avec des entrées documentées, des photographies, la date et l'heure. Les 2 autres correspondaient à un appartement privé dans le quartier de l'Eixample, à une adresse notée, dont Rodrigo avait identifié le locataire via les registres publics. Le nom du locataire était Marcos Pellicer Duran, 45 ans, originaire de Castellón, célibataire, associé minoritaire dans un club de sport privé appelé Club Sportium Astral, doté d'installations dans le nord de Valence comprenant, entre autres, un espace fitness, une piscine et des activités de groupe. Le même club que Nadia fréquentait dans les mois précédant l'annulation de son programme avec Lorena. Rodrigo a poursuivi, la relation documentée ne remontait pas à 2 mois. Les premières preuves qu'il avait pu retracer indiquaient un début au moins 4 mois plus tôt, ce qui signifiait que lorsque Nadia avait annulé son abonnement avec Lorena et lui avait demandé de ne pas en parler à son mari, la situation était déjà bien établie depuis un certain temps. Ce n'était pas quelque chose qui avait commencé sur un coup de tête. Cela avait une structure. Cela avait une logistique. Cela avait une routine. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Mes mains reposaient sur mes cuisses, immobiles, avec cette immobilité qui n'est pas du calme, mais de la retenue. Rodrigo l'a remarqué, mais n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Il a continué, la dernière section du rapport était celle à laquelle je ne m'attendais pas, ou du moins, pas avec une telle clarté. Rodrigo avait détecté, à partir des relevés que je lui avais fournis pour le compte joint, un schéma de mouvement qu'il a défini comme des retraits fractionnés de montants variables à intervalles irréguliers. 16 retraits au distributeur automatique au cours des 4 derniers mois et demi. Tous compris entre 80 € et 220 €, à des heures et dans des distributeurs différents, sans aucun motif apparent permettant de les identifier comme une dépense courante du foyer. Le montant total cumulé s'élevait à 3 240 €. Quand j'ai lu cela, il y a eu un déclic en moi, d'une manière que seul quelqu'un ayant passé des années dans une salle d'audit peut comprendre. Ce schéma précis, ce fractionnement délibéré pour éviter qu'une grosse dépense n'attire l'attention, était une technique que j'avais vue appliquer des dizaines de fois dans des entreprises tentant de dissimuler des détournements de fonds. Non pas sous forme de gros montants qui déclenchent des alarmes, mais sous forme de petites sommes, réparties et espacées dans le temps. Des montants qui, pris isolément, ont une explication raisonnable. Mais mis bout à bout, ils racontent une autre histoire. Nadia avait financé, au moins en partie, tout cela avec l'argent de notre compte joint. J'ai refermé le dossier avec précaution, je l'ai laissé sur la table, et j'ai regardé Rodrigo. Y a-t-il autre chose qui n'est pas dans le rapport? Il y a quelque chose qui figure dans le rapport, mais que je veux mentionner verbalement, a-t-il répondu. Il y a des traces de communication entre le téléphone de Madame Espinosa et un autre numéro qui appartient à votre fille, Claudia Soler. Elles sont fréquentes, certaines à des heures qui coïncident avec les sorties documentées. Je n'ai pas accès au contenu de ces messages. Ce qui nécessiterait une ordonnance du tribunal,
mais la fréquence et la chronologie sont suffisamment frappantes pour que je juge pertinent de vous en parler. Je suis resté silencieux pendant plusieurs secondes. Claudia. Ce n'était pas la première fois que ce nom apparaissait dans un recoin de toute cette histoire. Il y avait eu un après-midi, quelques semaines auparavant, où j'avais appelé ma fille pour organiser un déjeuner le week-end, et elle m'avait répondu qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait un engagement avec des amis. Nadia, qui était dans la cuisine, était sortie dans le couloir à ce moment-là, et je lui avais dit que c'était Claudia. Elle n'avait rien demandé. Elle était simplement retournée dans la cuisine. Une réaction tout à fait neutre qui, à l'époque, m'avait paru normale, et qui, maintenant, avec le rapport de Rodrigo sous les yeux, prenait un tout autre contour. J'ai classé cette pensée avec les autres. Je n'arrivais toujours pas à assimiler complètement. J'ai demandé à Rodrigo quelles étapes il recommandait à partir de maintenant. Il m'a répondu que la première chose à faire était de parler à un avocat spécialisé en droit de la famille avant de prendre toute décision, afin de connaître exactement le cadre juridique dans lequel j'évoluais. Il m'a donné le nom d'une avocate en qui il avait confiance. Carmen de Bon-Rubert, 43 ans, spécialiste des séparations et de la liquidation du régime économique matrimonial, dont le cabinet se trouvait rue Rorérouane. J'ai quitté l'immeuble avec le dossier bleu sous le bras. Dehors, il faisait froid, ce vent sec du nord qui s'installe à Valence en novembre et qui s'infiltre par le col de votre manteau, même si vous l'avez bien boutonné. Je me suis arrêté un instant sur le trottoir sans direction précise. 4 mois, 3240 €, un homme avec un nom, un prénom et une adresse vérifiée, et la possibilité pas encore confirmée, mais pesant déjà de tout son poids sur mes épaules que quelqu'un d'autre de ma famille ait su tout cela et ait choisi de ne rien me dire. J'ai commencé à marcher vers le parking. Ce que j'avais trouvé en ouvrant ce dossier n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était, comme je le savais bien grâce à ma profession, le moment où une enquête cesse d'être un soupçon pour devenir un dossier officiel. Et un dossier officiel n'a qu'une seule direction possible, aller de l'avant. Il y a une différence entre les choses qui font mal et les choses qui changent quelque chose de façon permanente. La trahison de Nadia faisait mal. C'était une douleur physique réelle, presque d'un poids concret que je portais dans ma poitrine depuis ce samedi matin devant le panier à linge. Mais c'était une douleur qui avait au moins une forme reconnaissable. Il y avait des mots pour la décrire. Il y avait des précédents. Il y avait eu d'autres hommes qui avaient traversé une épreuve similaire et qui s'en étaient sortis. La situation de Claudia n'avait pas cette forme. Il m'a fallu 4 jours pour décider de la marche à suivre. 4 jours au cours desquels j'ai ouvert le rapport de Rodrigo à plusieurs reprises, j'ai relu la même section, et je l'ai refermé sans avoir pris de décision, parce que quelque chose en moi résistait à l'idée d'aller jusqu'à ce point sans en être absolument certain. Ce n'était pas un doute sur les faits. C'était la résistance naturelle d'un père qui a passé 27 ans à aimer une personne, et qui sait que ce qu'il s'apprête à confirmer est irréversible. J'ai demandé à Rodrigo d'approfondir cette partie spécifique de l'enquête. Je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Pas le contenu des messages, inaccessibles sans ordonnance, mais le schéma de comportement, les coïncidences vérifiables entre les absences de Nadia et toute interaction documentable avec Claudia pouvant indiquer une coordination active. Rodrigo m'a dit qu'il lui faudrait quelques jours supplémentaires. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas d'urgence, que je préférais que les choses soient bien faites. Le rapport complémentaire est arrivé 6 jours plus tard. Il faisait 4 pages. Je les ai lus debout dans le bureau de Rodrigo, sans m'asseoir. La première coïncidence remontait à environ 3 mois, un vendredi où Nadia était rentrée plus tard que d'habitude, presque à 23 h, et m'avait dit qu'elle dînait avec Claudia, parce que notre fille avait eu une semaine difficile au travail et avait besoin de se vider la tête. Je m'en souvenais parfaitement, car ce soir-là, j'avais moi-même appelé Claudia au milieu de l'après-midi pour lui demander si elle voulait qu'on se voie ce week-end, et elle m'avait répondu qu'elle était très occupée et qu'on remettrait ça à plus tard. 2 heures après, selon Nadia, elle dînait avec elle. Sur le moment, je l'avais accepté sans poser de questions. Il m'avait semblé naturel que Claudia ait simplement eu besoin de sa mère ce soir-là, ce qui était tout à fait raisonnable. Maintenant, avec le rapport sous les yeux, le relevé de carte de crédit de Nadia montrait bien un paiement dans un restaurant ce soir-là, mais dans un quartier de la ville qui se trouvait à 20 minutes de l'appartement de Claudia et à 10 minutes de l'appartement de Marcos Pellicé à l'Eixample. La deuxième coïncidence était plus directe et plus difficile à encaisser. Il y a 2 mois, un samedi après-midi, j'avais appelé Claudia car je ne trouvais pas Nadia et que son téléphone n'avait pas de réseau.
Claudia a répondu tout de suite d'une voix parfaitement calme, et m'a dit, elle est là avec moi, papa. Son téléphone a dû se décharger. Elle est juste à côté de moi. Tu as besoin de quelque chose d'urgent? Je lui avais dit que non, que je voulais juste savoir où elle était. Claudia m'avait dit de ne pas m'inquiéter et qu'elle serait à la maison dans quelques heures. Nadia était arrivée ce soir-là à 19h30. Rodrigo avait croisé cette information avec les relevés de déplacement dont il disposait pour la période de surveillance. L'emplacement approximatif du téléphone de Nadia ce samedi-là, triangulé par les antennes relais auxquelles il s'était connecté, ne correspondait pas au quartier de Claudia. Il correspondait au nord de la ville, aux environs de l'hôtel Balcon del Turia. Claudia m'avait menti directement, de vive voix, sans hésitation, avec un naturel que l'on n'a que lorsqu'on fait cela depuis un certain temps. J'ai fermé le rapport. Il y a un type de silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de pensée. C'est ce qui m'a habité pendant les minutes qui ont suivi. Pas encore de colère, pas de larmes, juste un vide étrange. Comme lorsqu'un des piliers d'un calcul de structure s'avère être une donnée incorrecte et que toute l'architecture bâtie dessus doit être refaite de zéro. Claudia a 27 ans. Je me souviens d'elle à 4 ans, courant dans le couloir de notre maison en pyjama rayé vers le lit où je lisais un dimanche matin, me sautant dessus sans prévenir et riant avec ce rire qu'ont les enfants quand ils sont complètement heureux et qu'ils ne le savent pas. Je me souviens d'elle à 12 ans, assise à la table de la salle à manger avec ses livres de mathématiques ouverts, me demandant de l'aide pour ses problèmes, parce que Nadia ne comprenait pas les questions et que moi oui. Je me souviens d'elle à 19 ans, au premier rang de l'amphithéâtre de l'université lorsque j'ai soutenu un travail de recherche qui m'avait pris 2 ans à terminer, applaudissant avec cette énergie exagérée qu'elle mettait dans les choses quand cela comptait vraiment pour elle. Tout cela est vrai. Rien de ce que j'ai découvert ne l'efface. Mais il est également vrai que ma fille de 27 ans a reçu un appel de son père s'inquiétant pour sa mère, et qu'elle a choisi de me mentir avec une aisance qui ne s'improvise pas. C'est vrai aussi. Et les deux choses peuvent être vraies en même temps, même si les maintenir ensemble coûte plus cher que je ne voudrais l'admettre. Je sais que certains pourraient comprendre la position de Claudia, se dire que c'était sa mère, qu'elle a subi des pressions ou a été mise dans une situation impossible. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas envisagé cette possibilité, car je l'ai fait. Mais il y a une limite entre le fait de ne pas vouloir s'en mêler et celui de regarder son père dans les yeux, même par téléphone, et de lui raconter un mensonge élaboré avec des noms et des détails. Claudia a franchi cette ligne de son plein gré, en pleine conscience de ce qu'elle faisait. J'ai appelé Esteban ce même après-midi. Pas pour lui demander conseil, juste pour le dire à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Il a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il a pris un moment pour répondre. « Et qu'est-ce que tu vas faire de ça maintenant » m'a-t-il demandé. Je ne sais pas encore exactement, mais je sais que je ne vais pas l'ignorer. Non, a dit Esteban, ça, je le sais aussi. Nous n'avons pas beaucoup pu discuter ce soir-là. Ce n'était pas nécessaire. Il y a des conversations qui n'ont pas besoin d'être développées parce que les deux personnes savent déjà comment elles vont se terminer. Ce qu'Esteban et moi n'avons pas dit cet après-midi-là flottait entre nous avec la consistance d'une chose déjà décidée, même si elle n'avait pas encore été formulée avec des mots. Ce soir-là, Nadia m'a demandé si j'avais parlé à Claudia dernièrement. Je lui ai répondu qu'il y a quelques jours, tout allait bien. Elle a hoché la tête et m'a dit qu'on devrait bientôt se retrouver pour déjeuner tous les trois. Elle a souri en disant cela. J'ai répondu que oui, qu'il fallait qu'on organise ça, et j'ai continué à dîner. J'ai rangé ce moment-là, ce geste précis de Nadia souriant en parlant de projets familiaux, au même endroit où j'avais rangé tous les autres. Non pas pour le détruire par la colère, mais pour l'utiliser au bon moment, de la bonne manière, avec toute la documentation nécessaire sur la table. Il me manquait encore une pièce avant d'être complètement prêt. Une visite au cabinet de Carmen de Bonrubert, l'avocate que Rodrigo m'avait recommandée, pour comprendre exactement ce que je pouvais faire, comment, et dans quel ordre. Mais cette pièce était déjà en mouvement, et le reste n'était plus qu'une question de temps. Carmen de Bonrubert avait son cabinet rue Roure-et-Roanne, dans un bâtiment à la façade sobre avec un portail en bois sombre qui n'annonçait rien de l'extérieur. Je suis monté au 3e étage, j'ai sonné à la plaque qui disait simplement « De Bon Abogado » et j'ai attendu. Une jeune assistante a ouvert la porte et m'a fait entrer dans une pièce avec 2 fauteuils en cuir vert et une table basse sur laquelle se trouvait une carafe d'eau et 2 verres. J'ai attendu moins de 5 minutes avant que Carmen n'entre. 43 ans, les cheveux bruns tirés en un chignon fonctionnel, un tailleur gris anthracite,
un regard direct qui évalue sans théâtralité. Elle m'a serré la main fermement, s'est assisée, sans préambule inutile, a ouvert un bloc-notes et m'a demandé comment elle pouvait m'aider. J'ai expliqué la situation de manière ordonnée. Marié depuis 1999, régime de la communauté de biens, un rapport d'enquête privée documentant une liaison entretenue depuis au moins 4 mois, des mouvements financiers provenant d'un compte joint totalisant 3 240 € affectés à cette activité. Et un troisième membre de la famille ayant activement participé à dissimuler les faits. Je lui ai tendu le dossier bleu de Rodrigo. Elle l'a examiné pendant plusieurs minutes sans rien dire, tournant les pages calmement, s'attardant sur les sections de la documentation financière plus longtemps que sur les autres. Lorsqu'elle a terminé, elle a posé le dossier sur la table et m'a regardé. « C'est bien construit », a-t-elle dit. Le travail de l'enquêteur est solide et reste dans les limites admissibles. C'est utilisable. Elle a expliqué le cadre juridique avec la précision de quelqu'un qui navigue dans ce domaine depuis des années sans perdre le fil. En Espagne, l'infidélité conjugale n'a pas de conséquences pénales, mais elle peut être pertinente dans la procédure de séparation s'il est prouvé qu'elle a causé un préjudice économique au patrimoine commun, ce qui était exactement le cas, compte tenu du modèle de retrait documenté. Le régime de la communauté de biens signifiait que tous les actifs acquis pendant le mariage étaient communs. L'appartement de Valence, les économies et les comptes joints, les fonds d'investissement que j'avais accumulés au fil des ans. La liquidation de ce patrimoine dans un divorce contentieux pourrait être complexe, mais les éléments dont je disposais faisaient pencher la balance de manière considérable. Je lui ai demandé ce que je devais faire avant d'entamer formellement la procédure. 3 choses, a-t-elle dit. Premièrement, ne déplacez aucun actif unilatéralement avant que je ne vous dise que vous le pouvez, et de quelle manière. Tout mouvement perçu comme une soustraction d'actifs communs peut se retourner contre vous dans la procédure. Deuxièmement, faites une copie complète de tous les documents financiers conjoints des 5 dernières années. Relevé de compte, acte de propriété, contrat d'investissement. Troisièmement, n'affrontez pas votre femme et ne changez rien à votre comportement à la maison jusqu'à ce que je vous dise qu'il est temps. L'élément de surprise dans ces situations a une valeur légale et pratique qu'il ne faut pas gaspiller. J'ai quitté le bureau avec une liste d'étapes et un calendrier provisoire. Carmen m'avait dit que, si je préparais les documents, elle pourrait tout mettre en place pour lancer la procédure d'ici 4 à 6 semaines. Les 2 semaines suivantes ont été les plus éprouvantes de toute cette histoire. Non pas à cause de ce qui se passait à l'extérieur, mais à cause de la discipline requise pour tout maintenir en ordre simultanément, la façade conjugale d'un côté, et la constitution parallèle du dossier complet dont Carmen avait besoin de l'autre. J'ai passé 3 nuits à rassembler la documentation financière, les relevés du compte joint des 5 dernières années, les contrats des 2 fonds d'investissement que j'avais ouverts pendant le mariage, l'acte de propriété de l'appartement, les quittances d'assurance habitation. Les documents du plan de retraite. Tout a été numérisé sur l'ordinateur de mon bureau, que Nadia n'utilisait jamais. Je l'ai organisé en dossier avec la même structure que j'utilise pour mes audits professionnels, par ordre chronologique, par catégorie, avec un index. J'ai imprimé les copies demandées par Carmen et je les ai mises dans une pochette cartonnée rigide fermée par un élastique, que j'ai gardée dans la sacoche que j'emporte toujours au travail. Le dossier complet, une fois terminé, comptait 42 pages, en plus du rapport de Rodrigo. 42 pages qui résumaient 24 ans d'économie domestique et 4 mois de tromperie systématique. C'est pendant ces nuits de travail que s'est produit l'incident qui a failli tout faire s'effondrer. C'était la 2e nuit, après 23 heures. J'étais dans le bureau avec les documents étalés sur la table, les relevés, le rapport de Rodrigo ouvert à la section des mouvements financiers, et une feuille avec mes propres notes. J'avais laissé la porte entr'ouverte, pas complètement fermée, car la fermer à clé aurait paru suspect si Nadia se levait et s'en rendait compte. Je l'ai entendue avant de la voir. Le grincement de la 3e lame de parquet dans le couloir, celle-là même qui grince depuis des années et qu'aucun de nous n'a réparé. Je me suis levé de ma chaise dans un mouvement plus instinctif que réfléchi. En 2 secondes chrono, le rapport de Rodrigo était fermé sous le clavier de l'ordinateur, les relevés rangés dans le tiroir central, et ma feuille de notes pliée dans la poche de mon pantalon de pyjama. Nadia est apparue sur le seuil avec un air endormi, les cheveux détachés, une tasse vide à la main. « Qu'est-ce que tu fais encore debout ? J'ai un audit à rendre jeudi, lui ai-je répondu. Je vérifiais juste quelques chiffres et j'ai perdu la notion du temps. Elle a passé la tête par l'entrebâillement sans entrer complètement. Elle a regardé l'écran de l'ordinateur où, à ce moment-là,
seul le tableur de mon vrai travail était visible, que j'avais ouvert juste avant par précaution. Elle a acquiescé avec cette vague indifférence de quelqu'un qui est à moitié endormi et n'a pas l'énergie de traiter davantage d'informations. « Ne te couche pas trop tard », a-t-elle dit avant de repartir. J'ai entendu le bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir, le grincement de la lame de parquet sur le chemin du retour, le bruit de la porte de la chambre se refermant doucement. Je suis resté là, debout pendant un long moment, sans bouger, la feuille de notes toujours dans ma poche, et le cœur battant avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était ce genre de tension qui apparaît quand le corps traite rétroactivement le danger qui vient de passer. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était la conscience soudaine, et très physique, de ce qui était en jeu. Des semaines de travail, une procédure juridique minutieusement préparée. Le seul véritable avantage dont je disposais dans tout cela, l'effet de surprise que Carmen m'avait dit de ne pas gaspiller et si Nadia était entrée 2 minutes plus tôt. Je me suis rassis, j'ai sorti la feuille de ma poche, et je l'ai dépliée lentement. Je suis resté là pendant un long moment sans rien faire, à regarder les chiffres que j'avais notés, en pensant que parfois, la différence entre un plan qui fonctionne et un plan qui s'effondre complètement tient à peu de choses. Comme le grincement d'une lame de parquet dans le couloir que personne n'a réparé. Le lendemain, j'ai appelé Carmen pour l'informer que la documentation était complète. Elle m'a dit d'organiser une deuxième réunion pour la semaine suivante et qu'elle viendrait avec le projet de demande de séparation rédigé pour que je l'examine. Je lui ai dit, d'accord. J'ai raccroché. J'ai rangé la pochette cartonnée dans mon sac avec le même soin qu'on met à ranger quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Dehors, dans la rue, le mois de novembre avançait avec ce froid sec et net propre à Valence lorsque l'été n'est plus qu'un lointain souvenir. La ville continuait de fonctionner dans l'indifférence la plus totale face à ce qui se passait au 3e étage d'un appartement du quartier du parc de Cabesra, où un homme de 53 ans pliait une feuille de notes et décidait qu'il était prêt. Le deuxième rendez-vous avec Carmen Debon a duré presque 2 heures. Je suis arrivé avec le dossier complet. Elle est arrivée avec l'ébauche de la plainte en séparation et une liste de décisions qui nécessitaient ma confirmation avant de poursuivre. Nous étions assis l'un en face de l'autre, dans son bureau de la rue Roré-Roanne, les documents étalés entre nous, et nous avons passé en revue chaque point avec la méthode ordonnée que nous appliquons tous les deux, pour des raisons différentes, aux problèmes complexes. Le régime économique matrimonial, les biens communs accumulés sur 24 ans, l'évaluation actualisée de l'appartement de Valence, les fonds d'investissement, le plan de retraite. Carmen avait préparé un tableau de répartition provisoire qui reflétait ce à quoi chaque partie avait droit selon la loi, en tenant compte de la documentation des mouvements financiers irréguliers depuis le compte joint. Ce n'était pas un montant qui changerait la vie de qui que ce soit, mais cela établissait un précédent légal important. Le préjudice économique causé au bien commun était prouvé, et cela pesait dans la négociation. Je lui ai posé des questions sur le calendrier. Carmen m'a expliqué qu'une fois la demande déposée, Nadia recevrait une notification du tribunal et disposerait d'un certain délai pour y répondre. Sa recommandation était de déposer la demande d'une manière qui ne lui laisserait pas le temps de réagir avant que la procédure ne soit formellement lancée. La façon la plus propre de le faire était de la convoquer sous un autre prétexte à une réunion où je serais déjà présent, avec elle et les documents. Pour que la notification ne la surprenne pas seule et en mesure de faire quelque chose d'impulsif avec les actifs communs avant que le tribunal ne les gèle à titre conservatoire. Le prétexte proposé par Carmen était simple et tout à fait crédible. Une révision de routine de documents patrimoniaux que le mari devait signer avec son épouse, à la demande de la banque. Nadia n'avait aucune raison de se méfier d'une telle démarche. Je signais régulièrement des documents liés au travail, et elle n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour les détails administratifs de l'économie de notre foyer. J'ai conclu cette réunion en convenant d'une date, 3 semaines après ce lundi. Assez de temps pour que Carmen termine les documents juridiques, pour que je fasse la dernière démarche qu'elle m'avait autorisé à faire concernant les fonds d'investissement individuels à mon seul nom, et pour que Rodrigo accomplisse une dernière tâche que je lui avais confiée la même semaine. Préparer une copie du rapport qui serait envoyé au conseil d'administration du club Sportium Astral au moment précis que j'indiquerai. Sans préavis, sans filtre, à la seconde même où je donnerai le feu vert. Ces 3 semaines furent différentes de toutes les précédentes. La première phase, depuis le moment où j'avais senti ses vêtements jusqu'à la constitution du dossier, avait été active. Des appels, des réunions, des documents, des décisions. Cette phase-ci était différente. C'était de l'attente pure. Et l'attente, quand on porte en soi quelque chose d'une telle ampleur,
a une manière particulière de vous user, qui ne ressemble à rien d'autre. La routine domestique a continué avec une normalité qui, en d'autres temps, aurait été réconfortante, mais qui maintenant avait quelque chose d'absurde. Les petits déjeuners, les journaux télévisés du soir, les conversations pour savoir s'il fallait changer le robinet de la salle de bain ou s'il tiendrait encore une saison. Nadia sortait toujours certains vendredis. Je lui disais toujours « d'accord ». Elle revenait toujours avec cette légèreté que je connaissais déjà de l'autre côté de la barrière, et qui, à présent, ne me causait pas exactement de la douleur, mais plutôt une distance clinique avec laquelle on observe un phénomène qui a déjà été classé et catalogué. Il y a eu un soir, la deuxième semaine, où Nadia a mis à la télévision un film que nous avions vu ensemble des années auparavant, à une autre époque. Un de ces films sans prétention que nous étions allés voir au cinéma un samedi d'hiver, quand Claudia était petite et qu'elle était restée chez ses grands-parents. Je me souviens qu'il avait neigé un peu cet après-midi-là, chose rare à Valence, que nous étions sortis du cinéma avec les cols de nos manteaux relevés, et que nous avions ri de quelque chose. Je ne me souviens plus de quoi. Nadia s'est installée sur le canapé avec une couverture et m'a regardé. « Tu le regardes avec moi ?» Je me suis assis à côté d'elle, j'ai regardé le film, je n'ai rien dit de ce que je taisais depuis des semaines, et à la fin, alors que le générique défilait sur l'écran, elle s'est endormie, la tête légèrement penchée de son côté du canapé, avec sa respiration calme habituelle. Je l'ai observée un instant. Il y a une chose que je n'ai pas encore racontée parce que j'ai eu du mal à trouver comment le dire sans que cela paraisse ce que ce n'est pas. Pendant ces 24 ans, Nadia n'a pas seulement été la femme qui m'a trahi. Elle a aussi été la personne qui est restée à mes côtés quand mon père est mort en 2012, et qui, pendant des semaines, s'est levée avant moi pour que le café soit prêt quand je descendais. Elle a été la personne qui a lu tous les rapports des cas les plus difficiles de ma carrière, quand j'avais besoin de réfléchir à voix haute et qu'il n'y avait personne d'autre. Elle a été la personne qui, à travers des centaines de décisions quotidiennes au fil des années, a choisi de rester. Cela aussi, c'est réel. Et porter cela en même temps que tout le reste a un poids qui ne s'allège pas facilement. Je ne dis pas cela par autocritique ou pour partager la responsabilité de ce qu'a fait Nadia. Je fais ce qu'il faut. Je le dis parce que cette histoire manquerait d'honnêteté si je présentais Nadia uniquement comme l'antagoniste d'un dossier juridique. C'était une personne réelle avec 24 ans d'histoire partagée, qui a pris des décisions que je ne peux pas accepter. Les deux choses coexistent, et les maintenir ensemble sans que l'une annule l'autre est peut-être la chose la plus difficile de toutes celles que j'ai traversées au cours de ces semaines. J'ai appelé Esteban un jeudi après-midi, depuis ma voiture garée devant mon travail, avant de monter. J'ai une date, lui ai-je dit. Dans 2 semaines. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. Tu vas bien? Tu en es sûr? Je lui ai dit oui, avec plus de conviction que je n'en avais à ce moment-là. Non pas parce que je voulais le tromper, mais parce que le dire à voix haute, même si c'était une demi-vérité, aide à rendre la chose un peu plus réelle. N'oublie pas ce que je t'ai dit, a répondu Esteban. Un auditeur ne présente rien avant d'avoir tout catalogué. J'ai déjà tout. Alors c'est déjà réglé, a-t-il dit. Il ne reste que la formalité. J'ai raccroché. Je suis resté dans la voiture pendant un moment, les mains sur le volant et les yeux fixés sur le pare-brise, où les arbres du trottoir jetaient de longues ombres de novembre sur le capot. Un froid vif, une journée tout à fait ordinaire pour tout le monde, sauf pour moi. Je suis monté au travail. Ce qu'Esteban ne savait pas, parce que je ne le lui avais pas encore dit, c'était que Rodrigo avait déjà préparé l'enveloppe pour le conseil d'administration du club Sportium Astral. Avec tous les documents nécessaires, une copie du rapport, les dates vérifiées, un relevé des accès à l'appartement. Assez pour que Marcos Pellicer Duran ait à s'expliquer dans le seul environnement où sa position comptait vraiment, celui de ses associés, de sa réputation professionnelle, du petit monde où il avait bâti son image depuis des années. Ce n'était pas une plainte au pénal. C'était quelque chose de plus précis que cela. C'était remettre chaque chose à sa place d'origine. L'enveloppe partirait le jour même de la confrontation. Ni avant, ni après. Plus que 14 jours. Le jour convenu s'est levé avec la même apparence que n'importe quel autre mercredi de décembre à Valence. Un ciel couvert, une température de 9 degrés Celsius, le bruit habituel de la circulation matinale montant de la rue. Je me suis levé à 7h30, je me suis douché, j'ai enfilé le costume gris que je mets pour les réunions de travail formelles, et je suis allé dans la cuisine pour préparer le café.
Nadia est descendue 20 minutes plus tard en peignoir, les cheveux détachés, et m'a demandé pourquoi j'étais si bien habillé si tôt. Réunion avec la banque à 10 heures, ai-je répondu. Ils ont besoin de nous deux pour signer un document afin de mettre à jour le contrat du compte joint. C'est juste une formalité, mais ça nécessite la signature en personne des deux titulaires du compte. Elle a fait une moue légèrement agacée. Tu ne m'as rien dit pour aujourd'hui. Je te l'ai dit mardi, mais tu étais au téléphone, et je ne crois pas que tu aies bien entendu. Ça prendra 20 minutes, pas plus. Le directeur a dit qu'on aurait fini à 10h15. Nadia s'est servie du café sans rien ajouter. Elle a hoché la tête avec cette résignation fonctionnelle de quelqu'un qui accepte un désagrément mineur parce qu'il n'a aucune véritable raison de refuser. D'accord, laisse-moi le temps de me préparer. Ce n'était pas une banque. C'était le cabinet de Carmen Debon, rue Roret-Roanne. Nous sommes arrivés à 10h05. Je me suis garé dans le parking sous le bâtiment. Dans l'ascenseur, Nadia a vérifié son téléphone. Une fois que mes yeux se sont posés sur le panneau lumineux indiquant le 3e étage, les portes se sont ouvertes. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à la plaque, Debon à Bogado. J'ai sonné. C'est à cet instant, à l'instant précis où l'assistante a ouvert la porte et où Nadia a vu le cabinet d'avocat au lieu de la salle de réunion d'une banque, que quelque chose a changé dans son expression. Ce n'était pas un changement spectaculaire. C'était une infime contraction autour de ses yeux, une fraction de seconde de recalibrage que j'ai vu avec une clarté totale, car cela faisait des semaines que je l'observais avec une attention dont elle ne se doutait pas. Ce n'est pas la banque, a-t-elle dit. Sa voix était encore calme, mais il y avait quelque chose de différent en dessous. Je n'ai jamais dit que ça l'était. Entre, je t'en prie. Carmen était déjà dans la pièce principale, debout près de la table, avec un dossier fermé devant elle. Elle a salué Nadia avec une courtoisie professionnelle et sans affectation. Elle nous a montré les chaises. Nous nous sommes assis tous les trois, moi en face de Nadia, Carmen en bout de table. Pendant les 30 secondes qui ont suivi, personne n'a rien dit. Carmen m'a regardé. J'ai légèrement hoché la tête. Elle a ouvert le dossier et l'a tourné sur la table pour que Nadia puisse voir la première page. C'était une copie du rapport de Rodrigo. La page de garde, la date, le nom complet de l'enquêteur et son numéro d'agrément. Nadia a regardé la couverture, puis elle a levé les yeux vers moi. Écoute d'abord, ai-je dit. Ma voix est sortie exactement comme je l'avais répété, sans s'élever, sans trembler. Entière. Carmen a pris la parole avec la précision méthodique de quelqu'un qui a fait cela de nombreuses fois, et qui sait que la clarté dans ces moments-là est la seule forme de respect qu'il est censé d'offrir. Elle a expliqué qui elle était, à quel titre elle était présente, et ce que contenait la documentation sur la table. Ce n'était pas cruel. Elle ne s'est pas attardée inutilement sur les détails les plus personnels. Elle a été factuelle. Hôtel Balcon del Turia. Appartement de l'Exemple. 4 mois documentés. Marcos Pellicer Duran, nom complet. 3240 € retirés du compte joint. Nadia a écouté pendant les 2 premières minutes, le dos droit, les mains posées sur son sac à main sur ses genoux. Ensuite, ses mains se sont crispées sur le cuir du sac. Puis, elle a baissé les yeux sur le dossier et les y a maintenus. C'est un. Tu ne peux pas utiliser. Elle a commencé une phrase et ne l'a pas terminée. Ce n'est pas une accusation, a dit calmement Carmen. Ce sont des documents vérifiés. Monsieur Soler n'est pas ici pour se disputer. Il est ici pour vous informer qu'il a entamé une procédure de séparation, qui sera formellement enregistrée aujourd'hui. Tu ne m'as pas prévenu. Nadia m'a regardé. Il y avait dans sa voix quelque chose qui oscillait entre l'indignation et le début de quelque chose ressemblant davantage à de la peur. 24 ans, et tu m'amènes dans un cabinet d'avocats sans rien me dire. Je l'ai regardé. J'ai soutenu son regard avec la même immobilité avec laquelle j'avais soutenu tant d'autres choses au cours des dernières semaines. 2 mois, ai-je dit. 2 mois à avoir annulé le programme avec Lorena et à avoir continué à prendre le sac de sport. Sans compter les mois d'avant. Ne me parle pas de préavis. Il y a eu un silence qui a duré plusieurs secondes et qui avait sa propre densité. Ce silence qui vient après que quelque chose s'est brisé, et avant que quelqu'un ne ramasse les morceaux. Nadia a essayé une autre approche. Elle a dit que les choses entre nous n'étaient plus ce qu'elles avaient été depuis longtemps.
qu'elle avait essayé de me parler à plusieurs reprises et que je n'avais jamais été vraiment présent. Que cela ne justifiait rien, elle le savait, mais que ce n'était pas aussi simple que je le laissais entendre. Le ton de sa voix est progressivement monté, avec cette accélération propre aux gens qui sentent le sol se dérober sous leurs pieds et pour qui le mouvement est la seule réponse qu'ils connaissent. Carmen l'a laissé parler. Moi aussi. Quand Nadia eut terminé, Carmen a repris de sa voix habituelle. Tout ce que vous souhaitez exprimer aura sa place dans la procédure. Aujourd'hui, l'objectif est uniquement de vous notifier formellement le début de la procédure et de vous remettre une copie de la documentation pour que vous puissiez consulter votre propre avocat. Nadia m'a regardé à nouveau. À présent, l'indignation était presque totalement retombée. Ce qui restait dans son expression était quelque chose de plus difficile à soutenir pour moi, un mélange de confusion sincère et la prise de conscience qui venait lentement mais qui venait que tout ce qu'elle croyait contrôler lui échappait en réalité depuis des semaines. « Depuis combien de temps le sais-tu » a-t-elle demandé presque dans un murmure. « Assez longtemps pour faire les choses correctement » ai-je répondu. Il n'y avait pas de colère dans ma voix. Il n'y avait pas de satisfaction non plus. Il n'y avait que le calme de celui qui a terminé un long travail, et qui l'a terminé correctement. Carmen a poursuivi avec les documents. Nadia les a reçus. Elle les a regardés sans vraiment les lire, et les a rangés dans son sac d'un geste machinal. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est retournée une dernière fois au niveau de la porte, avec une expression que je n'ai pas pu classer précisément. Ce n'était pas juste de la tristesse. C'était plutôt la stupéfaction de quelqu'un qui a sous-estimé une personne pendant très longtemps, et qui découvre trop tard qu'il a affaire à quelqu'un de nouveau. Elle est partie sans ajouter un mot. Je suis resté assis un instant, les mains toujours posées sur la table. Carmen a rassemblé les documents en silence, les a classés, les a rangés dans son dossier avec ses gestes précis et posés qui la caractérisent. « Ça s'est bien passé » a-t-elle dit. « Oui » ai-je répondu. J'ai quitté le bâtiment 20 minutes plus tard. Dans la rue, le froid de décembre était direct et sans pitié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message d'un seul mot à Rodrigo. Maintenant. C'est à ce moment-là que l'enveloppe scellée que Rodrigo avait préparée pour le conseil d'administration du club Sportium Astral est partie en courrier recommandé à l'adresse de l'entreprise. À l'intérieur, une copie du rapport, les dates vérifiées, un registre des accès à l'appartement, le nom complet de Marcos Pellicer Duran. Aucun commentaire supplémentaire, aucune autre signature que l'adresse de retour du cabinet de Carmen Debon, ce qui conférait à l'envoi un caractère officiel qu'une enveloppe anonyme n'aurait jamais eu. Marcos Pellicer n'allait pas faire face à des poursuites pénales, mais il allait devoir s'asseoir face à ses associés avec cette documentation sur la table. Et dans le petit milieu fermé d'un club privé où la réputation fait partie du capital social de chaque membre, cela a un coût que l'argent ne peut pas réparer. Chaque chose a sa place. J'ai marché jusqu'à la voiture sans me presser. La journée était toujours grise et froide, et tout à fait ordinaire pour le reste du monde. Je me suis assis derrière le volant, j'y ai posé les mains, et je suis resté un moment sans démarrer le moteur, à regarder le pare-brise sans penser à rien de particulier. Ensuite, j'ai démarré et je suis allé travailler. La procédure de divorce a pris 4 mois et 17 jours pour être résolue. Ce ne fut pas rapide, car ces choses-là ne le sont jamais. Mais ce ne fut pas non plus le long processus épuisant que l'on décrit parfois, lorsque les deux parties arrivent sans preuve et sans clarté. Carmen avait préparé chaque pièce avec une telle précision que la marge de manœuvre de la partie adverse était étroite dès le départ. Nadia a engagé un avocat. Il y a eu 2 réunions de négociation, et finalement, la liquidation des biens communs a été réglée selon les termes que Carmen avait projetés dès cette première après-midi dans son cabinet. L'appartement de Valence a été mis en vente par accord mutuel. La moitié de la valeur estimée pour chaque partie. Une fois le reste de l'hypothèque remboursé, les fonds d'investissement conjoints ont été divisés à parts égales, conformément à l'acte. Les 3 240 € des retraits fractionnés ont été inscrits dans l'accord comme un préjudice économique avéré causé au patrimoine commun, avec la compensation correspondante. Ce n'était pas un montant qui bouleverserait la vie de qui que ce soit, mais sa présence dans le document avait une signification qui allait bien au-delà du chiffre. Cela signifiait que ce que Nadia avait tenté de faire de manière invisible avait été nommé avec précision sur un document signé par nous deux. J'ai emménagé dans un appartement en location dans le quartier de Benimaclet au début de l'année. Un appartement au 2e étage avec de la lumière naturelle le matin, 2 chambres,
et une petite cuisine dont j'ai appris à me servir d'une manière dont je n'avais pas eu besoin au cours des 24 dernières années. Ce n'était pas un endroit triste. C'était un endroit nouveau, ce qui est différent. Même si, au début, la différence n'est pas toujours évidente. Les premiers jours dans cet appartement ont été étranges, d'une manière que je n'avais pas tout à fait anticipée. Pas à cause de l'absence de Nadia exactement, mais à cause du silence différent qui règne dans un espace qui n'appartient qu'à vous. Un silence sans négociation, sans le bruit de fond d'une autre vie parallèle à la vôtre. Il m'a fallu quelques semaines pour cesser de ressentir cela comme un vide, et commencer à le ressentir pour ce qu'il était. De l'espace. Le problème avec Claudia a été résolu, ou plutôt, il s'est établi d'une manière qui n'a nécessité aucune scène ni confrontation. Je ne l'ai pas appelé pour lui expliquer ce que j'avais découvert. Je ne lui ai pas demandé des comptes par téléphone, et je ne lui ai pas écrit de lettres. J'ai simplement cessé d'être disponible de la manière dont je l'avais toujours été. Les appels auxquels je répondais autrefois immédiatement ont commencé à obtenir des réponses des heures plus tard, et avec des phrases brèves. Les propositions de se voir pour déjeuner se sont diluées dans des emplois du temps qui ne concordaient jamais. Sans cri, sans ultimatum, sans ce genre de scène qu'il aurait été facile d'ignorer ou de requalifier en réaction excessive d'un père blessé. Claudia a appelé 3 fois au cours du premier mois. La première fois pour me demander comment j'allais. La deuxième pour me dire qu'elle pensait que nous devions parler. La troisième avec une voix qui avait quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait davantage à la reconnaissance de ce qui se passait réellement. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'étais occupé, et que nous trouverions le temps. Il n'y a pas eu de temps. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait avec froideur ou avec l'intention de punir. J'y ai pensé de nombreuses fois. J'y pense encore, et à chaque fois, j'en arrive à la même conclusion. Claudia a 27 ans. Elle n'était pas une petite fille sans jugement propre. C'était une adulte qui a pris une décision consciente, pendant des mois, à de multiples reprises. Et qui, lorsqu'elle a dû choisir entre dire la vérité à son père ou protéger les projets de sa mère, a choisi sans hésiter. Ce choix a des conséquences. Non pas parce que je le décrète, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la confiance. Une fois brisée de cette façon, elle ne se répare pas par une conversation. Elle se répare si tant est qu'elle se répare un jour avec du temps et des actes. Et le temps, dans ce genre de choses, est dicté par celui qui a été trahi, pas par celui qui a trahi. Peut-être qu'un jour cela changera. Je ne l'exclus pas, mais je ne vais pas prétendre que ce jour est proche ou qu'il ne dépend que de moi. Marcos Pellicer Duran, comme je l'ai appris par une source indirecte des semaines après l'envoi de l'enveloppe, a présenté sa démission volontaire de son poste d'associé du club Sportium Astral en janvier. Il n'y a pas eu de scandale public, pas de déclaration, juste un départ silencieux du seul environnement où sa présence avait une réelle importance. Exactement ce qu'il fallait. Ni plus, ni moins. Il y a une chose que j'ai apprise de tout cela et que je n'ai pas pu formuler avant d'avoir assez de recul pour la voir clairement. Pendant 24 ans, la personne qui m'a le plus sous-estimé au sein de mon propre foyer, c'était moi-même. Non pas parce que d'autres me l'ont imposé, mais parce qu'à un moment donné, j'ai cessé d'appliquer à ma vie personnelle la même attention que j'appliquais à mon travail. J'ai supposé que ce qui fonctionnait n'avait pas besoin d'être révisé. Que la confiance maintenue équivalait à la vérité vérifiée. Et cette distinction, qui est le premier principe enseigné en audit, je l'ai ignorée pendant des années à l'endroit où elle comptait le plus. Je ne raconte pas cela par autocritique ou comme une façon de partager la responsabilité de ce qu'a fait Nadia. Je le raconte parce que, s'il y a une seule chose que je retiens de tout cela et qui vaille la peine d'être conservée, c'est cette prise de conscience. L'attention n'est pas de la méfiance. Réviser ce que l'on prend pour acquis n'est pas vivre dans la peur. C'est vivre avec honnêteté. Esteban m'a invité à dîner le premier samedi que j'ai passé seul dans l'appartement de Benny Maclay. Il a apporté une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ce que chacun de nous aurait normalement dépensé pour un soir de semaine. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que certaines choses méritent une bonne bouteille, même si ce ne sont pas exactement des célébrations. Nous avons dîné pendant presque 3 heures. Nous avons parlé de choses différentes de celles dont nous avions parlé ces derniers mois, de ses projets de faire un voyage qu'il repoussait depuis des années, d'un livre que nous avions tous les deux lu à des moments différents et sur lequel nous avions des opinions divergentes. De choses sans conséquences immédiates. C'était la première nuit depuis longtemps où j'étais complètement présent dans une conversation, sans qu'une partie de moi ne soit stockée ailleurs. Avant de partir,
Esteban a mis son manteau et s'est arrêté un instant sur le pas de la porte. « Comment vas-tu, vraiment ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi une seconde avant de répondre. « Bien », ai-je dit. Pas de la façon dont on dit « bien » quand on veut dire qu'on survit. « Bien, vraiment. » Il a acquiescé. Il est parti. Je suis resté seul dans le salon de mon nouvel appartement, avec la bouteille presque vide sur la table et le silence paisible d'une nuit d'hiver dans une ville qui continue de fonctionner de la même manière, peu importe ce qui s'y passe. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, les arbres sur le trottoir étaient dénudés, avec cette nudité austère de décembre que beaucoup de gens trouvent triste et qui, ce soir-là, m'a semblé tout simplement honnête. J'ai pensé à ce samedi matin, il y a des mois, au panier à linge, au pantalon de survêtement bleu marine que j'avais soigneusement remis à sa place pendant que le monde de l'autre côté de la fenêtre restait exactement le même. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le placard, j'ai pris mes propres vêtements de sport, que j'avais achetés neufs la semaine précédente, et je les ai posés sur la chaise pour le lendemain. Le matin, pour la première fois depuis de nombreuses années, je suis allé me promener seul dans le parc, sans me presser, sans destination fixe, avec le froid de décembre sur le visage et les poumons remplis d'air pur. Les vêtements sentaient exactement ce que doivent sentir les vêtements de quelqu'un qui est sorti pour bouger. Ni plus, ni moins.